Dans l'actualité ce jeudi au Bénin, le débat sur le code électoral se poursuit au Bénin. La haute juridiction constitutionnelle examine une dizaine de recours en inconstitutionnalité sur plusieurs amendements. Les lentilles sont braquées sur les décisions des sages de la Cour. Dans ce journal, l'expert en gouvernance locale Franck Kenevor apporte, en attendant la décision de la Cour, son opinion et quelques nuances. Dans le cadre des élections professionnelles, les membres de la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont désormais connus. Ils ont pour tâche de conduire le processus électoral devant aboutir à la désignation des représentants des travailleurs au sein de l'administration publique. Cotonou, capitale des deuxièmes journées nationales des infectiologies, la ville abrite les réflexions sur les thèmes, place et rôle des infectiologues dans la réduction de l'impact des grandes endémies et pandémies au Bénin. Les experts reçoivent le soutien du ministère en charge de la santé. Voilà pour le programme de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité au Bénin, comme vous le savez, actuellement, c'est les sages de la Cour constitutionnelle vers qui tous les regards sont tournés. À l'heure où je vous parle au niveau de la Cour constitutionnelle, selon notre envoyé spécial William Judicaël Cliquant, les sages de la Cour se penchent, vous le savez bien depuis ce matin, sur les recours qui sont formulés contre certains amendements rapportés au code électoral au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin. Le rapport présenté recommande actuellement à la Cour constitutionnelle de déclarer conforme l'ensemble des modifications apportées au code électoral. Ce n'est pas encore la décision finale, mais en tout cas, c'est ce que l'on peut retenir du rapport qui a été présenté au niveau de la Cour constitutionnelle par le rapporteur justement de cette Cour. Et comme je vous le disais, en attendant la décision des 7 sages de la Cour constitutionnelle, le nouveau code électoral qui donne beaucoup plus de pouvoir aux partis politiques mise sur leur capacité à mettre en place une vraie démocratie interne. Le parti politique qui va mal faire les positionnements à l'occasion des élections générales à venir va payer cash. C'est ce que pense Franck Kenevor. Il est expert en gouvernance locale sur le débat. Voici son analyse dans ce extrait. Je pense que le code qui a été voté, les amendements, globalement, c'est une bonne chose parce que c'est dans la continuité de ce qui a été amorcé au niveau de la réforme du système partisan. Et donc, dans cette continuité, et étant donné que le bilan n'est pas encore très satisfaisant du fait que les partis politiques n'arrivent toujours pas à contrôler les élus de leur rang, à contrôler le personnel politique. Et donc, je pense que l'idée, c'est de corser les choses pour que ça soit plus facile aux partis politiques. Mais je pense aussi que, à part les questions de parrainage, je pense que l'essentiel des règles s'applique à tous les partis politiques, que les partis soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition. La règle s'applique à tous ces partis politiques. La règle de 10% au niveau national de seuil de représentativité, la règle de 20% pour les circonscriptions électorales, ça s'applique à tous les partis politiques. Donc je pense qu'il y a un idéal derrière ces réformes. C'est l'idéal là que moi je regarde. Il y a la volonté du chef de l'État de conduire le pays à un système qui n'est plus le multipartisme intégral de la conférence nationale, mais un système où 2 ou 3 partis politiques vont émerger et donc ça va être plus simple pour ces partis politiques d'animer la vie publique et aux citoyens aussi de se retrouver, de s'identifier facilement dans ce paysage partisan. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le nouveau code, en donnant beaucoup de pouvoir aux partis politiques,
mise sur leur capacité à mettre en place une vraie démocratie interne, une gestion transparente, parce que justement, le parti politique qui va mal faire les positionnements lors des élections générales va payer cash, parce que dès lors que vous n'avez pas les 20% dans une circonscription électorale pour les législatives, vous n'êtes pas éligible pour partager, vous n'êtes pas qualifié au partage des sièges. Et toujours en attendant la décision des sages de la haute juridiction constitutionnelle, l'expert en gouvernance locale apporte quelques nuances. Je vous invite à suivre encore ces analyses. Non, je pense que, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens espèrent que la Cour va rejeter ces dispositions. Si vous regardez dans l'ancien code, qui a déjà fait l'objet de contrôle de constitutionnalité, les questions de seuil de représentativité étaient déjà dans ce code-là, les questions aussi de parrainage étaient dans ce code. Donc, si le législateur, en 2019, est, aux yeux de la Cour constitutionnelle, capable de donner un seuil de représentativité au niveau national, qu'est-ce qui l'empêche de le faire au niveau des circonscriptions électorales? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si le code électoral qui avait déjà mis le parrainage à 10%, si ce parrainage-là passe à 15%, pourquoi c'était légal, c'était constitutionnel en 2019 et qu'en 2024, du coup, ça ne serait plus constitutionnel? C'est vrai qu'il y a des éléments de nuance qu'il ne faut pas négliger, là où on dit que le parrain ne peut donner son quitus qu'à un membre de son parti ou à un parti ayant signé un accord de gouvernance ou le candidat désigné par le parti. Bon, donc, cette liberté d'action du parrain a été un peu limitée. Donc, ça peut faire objet de débat au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais pour tout ce qui reste, c'était déjà dans la loi, même si les variables ont changé. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le principe, la Cour constitutionnelle irait contre cette utilisation des prérogatives du Parlement, qui est de fixer, par exemple, les taux, le seuil de représentativité, qui est aussi de désigner, disons, le nombre de parrains que chaque candidat doit avoir pour la présidentielle. Donc, il est possible que la Cour trouve à redire, mais ça ne devrait pas être quelque chose de grande ampleur, comme l'opinion sur les médias sociaux semble l'indiquer. Et toujours avec cette actualité, la coalition des partis politiques de l'opposition se sont prononcés hier sur la modification du code électoral, ceci à travers une conférence de presse tenue au siège du parti Les Démocrates entre plusieurs partis d'opposition qui ne soutiennent pas cette modification. L'objectif est de mener les discussions entre les forces politiques de l'opposition autour de cette modification du code électoral. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisée en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion. Qu'il vous souvienne que le 8 mars dernier, donc il y a 5 jours à peine, nous sommes le 13 aujourd'hui, FCBE, qui ne serait pas peut-être un parti d'opposition, a fait sortir une déclaration et à la fin, FCBE a lancé un appel à toutes les forces politiques qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe comme code électoral, donc ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve pour décider. Et quand quelques jours après, nous avons reçu l'invitation du parti Les Démocrates, nous avons applaudi. Ils sont là, les amis. Nous avons applaudi et nous avons dit, on y va. On y va. Donc ce n'est pas une personne qui dit,
si tel parti, si sa carte d'identité est de telle couleur ou de telle autre couleur. FCBE, si cette formation politique est de l'opposition ou pas, là, la table que nous constituons, c'est une très forte image communication politique. FCBE, là, j'étais assis là, à côté de M. Noureni, deuxième vice-président du Parti Les Démocrates. Cette image seule montre très bien que les forces politiques de l'opposition se retrouvent. Les membres de la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le cadre des élections professionnelles sont désormais connus, je vous le disais en titre. Ils ont pour tâche de conduire le processus électoral devant aboutir à la désignation des représentants des travailleurs au sein de l'administration publique. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a présidé lui-même la cérémonie d'installation des membres de cette commission. 13 membres composent la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour conduire les élections professionnelles de l'année 2024. Ils ont été officiellement installés ce jeudi 14 mars par le ministre Raphaël Akoteyong. Cette commission a été mise en place par décision en date du 28 février 2024. Mesdames et messieurs, vous saisissez certainement la pleine mesure de la tâche qui est la vôtre. Aussi, voudrais-je exprimer mon assurance quant à la qualité des tâches qui seront exécutées par la Commission, à savoir l'élaboration de la liste électorale, le déploiement du matériel électoral, la supervision de la campagne électorale et du déroulement des opérations de vote, puis enfin, la centralisation et la transmission des résultats au ministre du Travail et de la Fonction publique au plus tard le 30 avril 2024. Les élections professionnelles sont des moments d'expression démocratique pendant lesquels les travailleurs élisent leurs organisations syndicales les plus représentatives. Parmi les 13 membres, on y retrouve 6 représentants de l'administration du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 2 représentants du ministère du Travail et de la Fonction publique et 5 représentants syndicaux. Elle constitue un principal enjeu en ce sens qu'elle permette à l'administration de disposer d'interlocuteurs privilégiés dans la recherche du bien-être des travailleurs, du respect de leurs droits, ainsi que la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte de ces objectifs. La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akoteyong invite la commission à conduire les opérations dans la transparence afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Et puis la page santé de cette édition avec Cotonou qui abrite du 13 au 15 mars 2024 les 2e journées nationales de l'infectiologie. Le thème des assises est place et rôle des infectiologues dans la réduction de l'impact des grandes endémies et pandémies au Bénin. Ces journées sont une initiative de la SOBEPIP sous le leadership du ministère en charge de la santé. Les détails, Esther Tofa, Elvis Florent Tonoucoin. Cette 2e journée nationale de l'infectiologie au Bénin réunit plusieurs épidémiologistes et infectiologues venus de divers pays de la sous-région. Ils échangent depuis ce mercredi sur la place et le rôle des infectiologues dans la réduction de l'impact des grandes endémies et pandémies. Ces 3 jours de retraite scientifique nous permettront donc d'échanger et de discuter courageusement et sérieusement des meilleures stratégies innovantes et des avancées significatives dans la lutte contre les maladies infectieuses, toutes catégories confondues. Je reste donc persuadé qu'en frottant nos cervelles les unes contre les autres, nous trouverons les astuces et les moyens les plus efficaces pour réduire, voire supprimer l'impact de ces infections sur le développement de nos nations respectives. Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont félicité la Société béninoise des pathologies infectieuses et tropicales SOBEPIT pour l'initiative. De grandes recommandations sont néanmoins attendues de cette rencontre d'échange d'expériences. La mission de l'Organisation mondiale de la santé est de produire des informations sanitaires faisant autorité en consultation avec des experts éminents
afin d'établir des normes et des critères, d'énoncer des orientations sur la base de données probantes et de suivre l'évolution de la situation sanitaire mondiale. À cet effet donc, nous attendons avec impatience les grandes conclusions de cette journée scientifique. Dans l'atteinte des objectifs de mon département ministériel en matière de prévention de la riposte des épidémies et en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, je peux vous assurer que votre rôle reste déterminant. Cela justifie d'ailleurs les efforts du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon pour la mise en place des conditions favorables au développement de l'infectiologie au Bénin, afin d'optimiser votre contribution à l'amélioration de la qualité des soins, des interventions de promotion de la santé et de la riposte aux épidémies dans notre pays. Plusieurs communications vont meubler les 3 jours que durent ces journées nationales de l'infectiologie. La clôture des travaux est prévue pour ce vendredi 15 mars 2024. On quitte Cotonou pour le département d'Izou pour parler de cette célébration des 30 ans d'anniversaire de l'Association béninoise pour le marketing social de la communication pour la santé ABMS. L'événement a été couplé avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024. Les manifestations ont eu lieu à Boïkan. Les détails, y met Hélène Amousson. 30 ans que l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, est engagée au service des populations vulnérables. Pour les noces de perles, la structure a initié une série d'activités. Les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à la place des spectacles de Romero à Boïcon. Les manifestations sont couplées avec la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes. Les filles et les femmes constituent les groupes cibles prioritaires des interventions de l'ABMS. Ces noces de perles que nous célébrons également ce jour sont avant tout les vôtres. Toute notre gratitude au gouvernement du Bénin qui continue de nous accorder sa confiance en tant que leader du marketing social et de la communication pour la santé. Merci de tout cœur à nos partenaires techniques et financiers. Merci pour votre appui constant à nos côtés qui nous permet davantage d'être proches des populations. Occasion de revisiter les prouesses réalisées et de prendre de nouveaux engagements. La célébration a connu la présence de nombreux partenaires et tous sont revenus sur la place qu'occupent les femmes et les filles dans les différentes interventions menées. Nous sommes au Bénin depuis 1994. Nous intervenons dans divers domaines de la santé, santé de la reproduction, domaine de paludisme et domaine de suivi de l'enfant. Tout se fait et articulé autour de la femme et de la fille. Les Pays-Bas ont toujours fait des investissements en faveur de la femme une priorité, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore. Nous nous engageons donc encore afin de mieux relever les indicateurs en faveur des femmes et des jeunes. Parce que investir sur la femme, c'est investir sur la fille d'aujourd'hui, qui est aussi la femme de demain. En plus des réjouissances dans le cadre de son 30e anniversaire, l'ABMS a aussi initié une campagne de mobilisation sociale ainsi que d'offres de services intégrés de santé, y compris le dépistage volontaire du VIH, l'adoption de méthodes modernes de contraception et autres. La campagne que nous lançons aujourd'hui représente une opportunité formidable parce qu'elle est une contribution collective à l'amélioration de la condition de la femme, lui permettant ainsi de pouvoir accéder à divers services de santé. Nous sommes fiers de travailler avec l'ABMS PSI qui contribue efficacement aux côtés du gouvernement béninois et du secteur privé à améliorer la vie des familles béninoises en rendant disponibles des produits et services de santé de qualité à un coût abordable. Merci pour cette expertise partagée depuis 30 ans maintenant. Je vous souhaite d'enregistrer encore des succès plus éclatants dans la mise en œuvre de vos projets. Pour parachever l'organisation, 2 concerts ont eu lieu. L'animation a été assurée tant par des artistes de musique moderne que traditionnelle. À Kouyan, dans la commune de Dassazoumé, département des Collines, les femmes ont également célébré la journée internationale à elles dédiée. À l'occasion, les meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement de Kouyan sont récompensés. On retrouve Imet Hélène Amousson. Journée
pour rendre hommage aux femmes des différents secteurs d'activité dans l'arrondissement de Kpaounian, notamment celles exerçant dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les festivités sont organisées par un comité installé à cet effet. Elles s'inscrivent dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la femme. À tous nos illustres invités qui ont fait le déplacement, à mes chères sœurs, les braves dames, je leur souhaite une bonne fête. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Je voudrais témoigner ma joie. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette fête, la célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis très content d'être ici. Et je suis aussi content de l'organisation. J'ai foi que l'organisation de cette année n'est qu'une organisation de référence et ça va permettre de corriger les failles et ça va nous permettre aussi de consolider ce que nous avons comme acquis et pouvoir avancer les années plus tard. Initiés par un groupe de femmes, les réjouissances ont connu le soutien de plusieurs personnes de bonne volonté. Entre autres activités retenues pour meubler la journée de célébration, il y a eu des séances de récitation, de formation en fabrication de savon liquide ainsi que des panels de discussion. À tout ceci s'ajoute la cérémonie de remise de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement. Parmi ces derniers se retrouvent de nombreuses filles qui ont été doublement gratifiées. Le but visé est d'amener d'autres de leurs pairs de sexe féminin à s'adonner davantage aux études. Le thème de cette journée investie dans la femme est venu à point nommé au CEG Kpaounian et dans toutes les écoles primaires publiques de Kpaounian. Et pour rester collé à ce thème, nous avons décidé de primer les meilleurs élèves de chaque classe, surtout les filles, les meilleures filles du CEG Kpaounian. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous dire que vous contribuez au rayonnement des résultats au niveau de l'arrondissement et au niveau du collège. Merci à vous. Merci de célébrer la femme. Merci de célébrer l'excellence. Merci de célébrer la fille. Parce que j'ai eu dire que vous avez spécialement fait un geste à l'endroit des 10 premières filles du collège. Célébrer la femme tout en mettant l'accent sur l'excellence en milieu scolaire. L'événement est à sa première édition dans la localité. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, tous se donnent rendez-vous pour une prochaine célébration plus édifiante. Et puis avant de boucler, Canal 3 qui ne rate pas cette grosse actualité au Bénin avec les recours formulés contre les amendements rapportés au code électoral. Et pour vous faire vivre l'ambiance au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons en direct notre envoyé spécial. Il est à la Cour depuis le matin, William Cliquant. Judicaël, bonsoir. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Alors, depuis le matin, vous êtes donc à la Cour constitutionnelle pour suivre pour Canal 3 Bénin cette grosse actualité, je vous le disais. Dites-nous, William Cliquant, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement à l'étape où nous vous recevons en direct? Eh bien, on retient encore le souffle à la Cour constitutionnelle. Le délibéré était prévu pour 19h30, mais à quelques minutes de 20h encore, la décision des 7 sages n'est pas encore sortie. Mais on sait dans quelle orientation est-ce que les sages doivent délibérer. Le rapport dit que toutes les dispositions attaquées par les différents recours devant la haute juridiction dans le code électoral sont conformes à la Constitution. Eh bien, ce rapport qui a été lu par le président Dorothée Sosa à la réouverture un peu après 17h. Ce rapport a sérieusement été discuté par les députés, les démocrates requérants, suffisamment représentés ici à la Cour constitutionnelle avec une présence de nombreux députés. Même Joël Godonou, qui n'était pas présent, a dû rejoindre l'audience à un moment donné. Eh bien, le recours pour contrôle de constitutionnalité, des démocrates et le contrôle de constitutionnalité du chef de l'État ont tous été joints ensemble et les 7 sages
dans le rapport qui a été produit par le président, oriente les réflexions dans le sens de dire que les différents articles suscités par les députés sont bien conformes à la Constitution. Eh bien, il faut dire qu'en ouverture déjà, peu après 10 heures, les députés, les démocrates relevaient que le test, la mouture de test du code électoral qui est soumis à la haute juridiction n'est pas ce qui a été adopté en plénière. Ils attaquent précisément les articles 37 et 42 et c'est ce qui a d'ailleurs monopolisé les débats pendant un bon moment. Et sur cette question, quelle a été la réponse de la Cour? La Cour dit bien que cette question, je cite précisément, préalable est inopérante. C'est-à-dire que la Cour ne le considère pas parce que le représentant du président de l'Assemblée nationale a bien dit que la signature du président de l'Assemblée nationale fait foi. Donc, le document qui a été transmis par le président de l'Assemblée nationale au président de la République, et dont d'ailleurs, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné copie aux députés de l'Assemblée nationale qui, pourtant, eux, sont censés connaître cette loi qu'ils ont votée à l'Assemblée nationale, que ce texte est celui auquel il faut s'en tenir. Et pendant les opinions sur le rapport, les trois avocats du parti des députés, les démocrates, sont revenus là-dessus et disent que cette décision de la Cour, ou cet avis de la Cour n'est pas conforme, que la Cour devrait s'intéresser aux dispositions à l'intérieur. Mais sur les différentes questions, parrainage, seuil d'éligibilité avec le taux de pourcentage à avoir, l'accord de gouvernance, la décision, la conformité des différents amendements du code électoral avec la décision du 4 janvier dernier par la Cour constitutionnelle, sur la question de la Sénat, sur presque toutes les questions, le raisonnement du juge dans son rapport est clair, il n'y a pas de violation de la Constitution. Est-ce que les sages vont entériner ce rapport? Dans la plupart des cas, c'est ce qui se fait. Ce serait peut-être une exception ou encore l'histoire se reproduirait. On attend toujours le délibéré, le retour en salle d'audience des sages. Merci à vous, William Cliquant. Vous êtes notre envoyé spécial depuis ce matin à la Cour constitutionnelle pour suivre pour nous, Canal 3, mais aussi à l'ensemble de nos téléspectateurs, cette grosse actualité qui fait jaser dans les réseaux sociaux. Et puis, par cette actualité, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain quand il sonnera 19h30. Bonsoir.